Les amis, aujourd'hui on est parti pour parler d'une action que vous connaissez bien qui est extrêmement appréciée des investisseurs français. Il s'agit de LVMH et aujourd'hui je fais cette vidéo puisque l'action LVMH depuis un mois a perdu environ 10% et je me suis dit que ce serait sympa de faire une analyse complète de l'entreprise, donc l'analyse QFV, Q pour analyse quantitative des finances de l'entreprise, F pour l'analyse fondamentale, donc vraiment l'analyse du business, des risques, des points forts et des points faibles de l'entreprise, et également une analyse de la valorisation avec des paramètres nouveaux qui se passent avec les différentes élections législatives qu'il va y avoir, la taxation des super profits, ce genre de choses, et on va essayer de voir ensemble quel impact ça peut avoir sur l'entreprise et sur sa valorisation dans la partie finale de cette vidéo. On est parti directement avec l'analyse quantitative, donc l'analyse financière de l'entreprise, et il y a des points forts et des points faibles à celle-ci. Au niveau des points forts, ce qu'on remarque, c'est que globalement, l'entreprise LVMH a une très belle croissance. Ici, c'est tiré d'une des analyses que je fais et que je mets à disposition des membres de mon programme. Et ce qu'on voit, c'est l'évolution du chiffre d'affaires. Donc, j'ai la croissance sur un an qui est de 8,80%, la moyenne sur 5 ans qui est de 13% et la moyenne sur 10 ans qui est de 11,40%. Donc, globalement, c'est une très bonne croissance qui est juste au-dessus des standards sur la moyenne à 5 ans et un petit peu en dessous pour la moyenne à 10 ans et la croissance à 1 an. Mais globalement, ce que j'apprécie beaucoup dans les entreprises que j'analyse et quand je regarde leur croissance et les différents ratios financiers d'ailleurs, c'est d'observer si la moyenne à 5 ans est supérieure à la moyenne à 10 ans. Parce que tout simplement, ça veut dire que sur les 5 dernières années, les résultats ont été meilleurs que sur les 5 années précédentes. Et donc forcément, l'entreprise est plutôt dans une phase ascendante que descendante. Donc c'est quelque chose que je regarde de manière assez précise. Donc effectivement, au niveau du chiffre d'affaires, on voit qu'il y a une croissance. Ici, vous avez les chiffres depuis 2017. Mis à part en 2020 où forcément avec l'année Covid, il y a eu un trou. Le reste des années, il y a toujours une croissance. Mais ce qui est très intéressant à regarder, c'est que globalement, on voit que LVMH arrive à faire la croissance au niveau de son chiffre d'affaires, ce qui est très bien. Mais leur coût n'explose pas. Il n'y a pas énormément de changements au niveau de la... Voilà, les coûts augmentent proportionnellement au chiffre d'affaires qui augmente. Et donc, ça donne des profits bruts qui sont en croissance également, un résultat d'exploitation qui est également en croissance, et du coup, un résultat net, un bénéfice net qui est également en croissance. Donc, globalement, au niveau de la croissance de l'entreprise, c'est plutôt très positif. Si on regarde maintenant au niveau de la profitabilité, donc on regarde la marge brute. La marge brute, tout simplement, ça va être le résultat brut. Donc une fois qu'on a enlevé tous les coûts qui sont nécessaires à la fabrication des produits de LVMH, qui eux seront vendus ensuite et qui feront le chiffre d'affaires. La marge brute, c'est le résultat brut divisé par le chiffre d'affaires. Et ce qu'on voit ici, c'est que la marge brute actuelle est de 69% environ. La moyenne à 5 ans est de 67 et la moyenne à 10 ans est de 66. Donc globalement, c'est kiff-kiff, mais encore une fois, comme pour le chiffre d'affaires, on voit que les marges ont tendance à augmenter. On le voit bien sur le schéma à 10 ans, ou sauf sur l'année 2020 ici, où il y a eu des marges un peu plus faibles. Globalement, on a une tendance haussière, et ça c'est très positif parce que tout simplement, ça veut dire que l'entreprise arrive à générer de plus en plus de chiffre d'affaires sans forcément augmenter ses coûts. Ça montre tout simplement une bonne gestion de l'entreprise, une entreprise leader de son secteur et une entreprise qui est price maker, qui peut fixer ses prix, qui peut augmenter ses prix. Et ça, c'est très positif pour l'entreprise. Ensuite, si on regarde sur les autres marges, on a une marge d'exploitation actuelle de 26%, ce qui est très bien, et une marge nette environ de 17, entre 17 et 18%, ce qui est très correct également. Ensuite, si on regarde les ratios de rentabilité, pareil, on a des forts rentabilités, des forts ratios de rentabilité. On a le retour sur capitaux propres ici qui est de 26% et le ROCE. Le ROCE, c'est le retour sur capital employé qui prend compte à la fois des capitaux propres de l'entreprise, de ce qui lui appartient, mais également des dettes qu'elle a. Et on voit que globalement, avec toutes les ressources qu'elle dispose, les capitaux propres et les dettes, elle arrive à obtenir une très bonne rentabilité dessus. Donc, pareil, point très positif au niveau quantitatif et financier sur LVMH. Ensuite, ce qui est également très important à regarder, ça va être l'endettement de l'entreprise. Parce qu'une entreprise qui fait beaucoup de croissance et qui a une bonne profitabilité, mais qui s'endette à tout va pour avoir cette croissance, c'est pas forcément quelque chose qu'on veut, nous, en tant qu'actionnaire long terme, puisqu'on veut contrôler notre risque. Et ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a une belle ascension des capitaux propres, on a une belle évolution des résultats nets, et on voit en rouge ici que la dette est maîtrisée et semble même décroître petit à petit. Donc ça, c'est très positif et on se retrouve avec des ratios d'endettement qui sont très corrects. Le DTE, c'est la dette par rapport, donc la dette totale, la dette court terme et la dette long terme de l'entreprise
par rapport aux capitaux propres de celle-ci et elle représente uniquement 40%. Ici, le DTI, c'est le Debt to Income, donc la dette par rapport aux bénéfices. Et globalement, il faudrait 1 année et demie à LVMH pour rembourser l'intégralité de sa dette. Donc pareil, très positif. Ici, le current ratio, c'est un ratio de solvabilité qui compare les actifs court terme de l'entreprise, donc l'inventaire, la trésorerie, le cash qu'elle a, des passifs court terme qu'elle doit rembourser très vite. Et on voit tout simplement qu'elle a plus d'actifs court terme que de passifs court terme, donc il n'y a pas de problème au niveau de la solvabilité. Elle va pouvoir très facilement honorer ses dettes court terme. Donc globalement, c'est très positif. Si on regarde plus précisément au niveau du bilan de l'entreprise, on voit qu'il y a une belle croissance au niveau des actifs de l'entreprise, donc très positif. Il y a également une augmentation des passifs, ce qui est normal, mais on voit tout simplement que les passifs augmentent moins vite que les actifs et que par contre les capitaux propres augmentent assez rapidement également. Donc il y a une bonne croissance au niveau des capitaux propres, une bonne croissance des actifs et une maîtrise des passifs, donc très positif pour l'entreprise. Ensuite, si on regarde le dividende de l'entreprise, qui est quelque chose qui est très apprécié par les investisseurs, on voit que sur un an, donc entre 2022 et 2023, on est à 4,17% de croissance, ce qui est assez faible, mais sur 5 ans, on est à 18,28% de croissance, et sur 10 ans, 15,34%. Il y a une petite baisse ici en 2021, mais c'était une baisse due à la politique et du coup au Covid avec l'État qui avait empêché certaines entreprises françaises de verser un dividende. Donc la croissance est très bonne au niveau du dividende, et en plus de ça, c'est une croissance qui est pérenne puisque vous pouvez voir ici que la croissance du dividende est inférieure à la croissance du bénéfice de l'entreprise. Et ça, c'est très bien puisque l'entreprise arrive à augmenter son bénéfice plus rapidement que ce qu'elle augmente son dividende. Donc, en fait, le versement du dividende ne va pas du tout venir impacter les finances de l'entreprise. Et tant que la croissance du bénéfice suit et continue à ce rythme, ils n'auront jamais de problème à verser ce dividende. Donc ça, c'est très positif également. Si on regarde au niveau des flux de trésorerie de l'entreprise, on peut voir qu'il y a quand même une bonne partie de la trésorerie qui est utilisée pour le versement des dividendes. On le voit sur cette ligne ici, total des dividendes versés en espèces. Et on voit qu'en 2023, ils ont versé un peu plus de 7 milliards de dividendes. Et ils se mettent également à racheter des actions. Donc le rachat d'actions est également une façon pour l'entreprise de récompenser son actionnaire. Et on voit que depuis 2022, ils commencent à faire du rachat d'actions qui avant était vraiment très faible. On était en 2017 sur 67 millions dépensés pour acheter des actions, alors qu'aujourd'hui on est plutôt sur 1,60 milliard, 1,57 milliard en 2023. Donc on voit qu'ils commencent également, en plus des dividendes, à racheter des actions. Donc ils récompensent 2 fois l'actionnaire via le dividende et le rachat d'actions, ce qui est très positif également. Globalement, on voit que les finances de l'entreprise sont très solides et ça se voit au niveau de l'évolution de son cours. Souvent, sur le long terme, le cours de bourse suit les fondamentaux et LVMH ne fait pas exception à la règle avec une performance, je vais zoomer un tout petit peu, de 405% depuis 10 ans contre 180% pour le S&P 500. J'ai pris le S&P 500 pour comparer, même si ce n'est pas la même zone géographique, puisque c'est un des indices qui est le plus performant. Donc au moins, vous avez vraiment la comparaison par rapport à un indice qui est très connu, très réputé pour sa performance. Et LVMH a fait plus de 2 fois la performance du S&P 500 sur les 10 dernières années. Donc tout ça, c'était pour les points forts au niveau financier de l'entreprise LVMH, mais il y a également des points faibles. Et comme point faible, j'en vois un principal, c'est que la croissance semble ralentir pour l'année qui arrive. En 2023, on était sur un bénéfice net par action de 30,33 reporté et les estimations pour l'année 2024 sont de 31,76. Donc une croissance qui est bien moins importante que ce qu'elle a pu être par le passé. Et on voit par contre derrière qu'en 2025, 2026, 2027, ça repart à la hausse. Donc il va falloir surveiller ça et voir si réellement l'année 2024 offre une faible croissance sur le bénéfice net par action. Et surtout si les prochaines années seront effectivement avec une belle croissance comme elle est annoncée ici. Au niveau des revenus, c'est pareil. Du coup, on a une faible croissance en 2024. Les revenus, c'est le chiffre d'affaires. On a une faible croissance au niveau de 2024 et une reprise de la croissance sur 2025, 2026 et 2027. C'est exactement ce que nous dit Guru Focus. Donc Guru Focus, c'est un site qui permet d'avoir pas mal de données financières. Et on voit que les estimations futures sur les 3 à 5 ans, donc sur les earnings per share, donc les bénéfices nets par action, est de 8,29%. Et sur les total revenus, donc sur le chiffre d'affaires, elle est de 7,05%. Donc
comment interpréter ces chiffres? Tout simplement, on voit qu'il y a une croissance moins importante que sur les 3 dernières années. Ça, c'est clair et net. Par contre, ils estiment qu'il va y avoir une meilleure croissance du bénéfice. Donc, est-ce que LVMH va réussir à optimiser encore plus ses coûts pour obtenir des earnings per share, des bénéfices nets par action qui sont avec une croissance supérieure du chiffre d'affaires général. Un autre petit point faible, c'est les cash flows disponibles. Donc les cash flows disponibles sont en décroissance. Ils étaient de 13 milliards en 2021, 10 milliards en 2022 et 8 milliards en 2023. Donc c'est pas forcément ultra inquiétant jusqu'ici, mais il faut quand même surveiller ça. Et donc observer si les cash flows continuent de diminuer. Parce que oui, les dividendes qui sont versés, le rachat d'actions qui est effectué à partir de la trésorerie de l'entreprise. C'est du coup le tableau de flux trésorerie, les cash flows ici. Et si les cash flows diminuent et continuent de diminuer, au bout d'un moment, ça va poser un petit peu problème pour verser des dividendes et pour dépenser en fait de la trésorerie sur des acquisitions, sur toute l'activité de LVMH en général, en dehors même des dividendes et du rachat d'actions. Bon, globalement, au niveau financier, c'est plutôt très solide et c'est ce qu'on voit ici au niveau de mon analyse quantitative globale, où j'analyse la croissance, la profitabilité, la rentabilité, la santé financière, le dividende, les différents scores des sites que j'utilise et la performance passée de l'entreprise. On obtient une note qui est très bonne de 153 sur 190 points, ce qui me donne une note de 16,10 sur 20. Donc globalement, au niveau financier, c'est pas parfait. Il y a mieux que LVMH, mais c'est très solide et forcément, c'est une entreprise qui est intéressante. Et la deuxième étape de l'analyse, ça va être l'analyse fondamentale pour aller comprendre le business et comprendre si vraiment LVMH est une entreprise intéressante à avoir en portefeuille. Juste avant de passer à l'analyse fondamentale, vous pouvez récupérer cette carte totalement gratuitement. Donc vous avez toutes les infos ici. Vous pouvez la récupérer, comme ça vous pourrez regarder les données de votre côté tranquillement. Ok, donc en deuxième partie de cette vidéo, on va s'intéresser à l'analyse fondamentale qui du coup est l'analyse vraiment du business de l'entreprise. Et comme pour tout à l'heure, on va avoir les points forts et les points faibles. Les points forts de l'entreprise, c'est que LVMH est un conglomérat qui est très diversifié. On voit qu'ils ont beaucoup de marques avec forcément LVMH, Dior, donc Louis Vuitton. Il va y avoir Moët et Chandon, il va y avoir les Ecco, il va y avoir Hublot, Tag Heuer pour les montres, etc., etc. Sephora qui est très connu. Donc c'est vraiment non pas une seule marque, mais un conglomérat. Et forcément, la répartition des ventes est beaucoup plus dispatchée sur les différents secteurs d'activité de LVMH qu'une entreprise qui détient une seule marque. Ici, on voit que 50% des revenus viennent de la mode et la maroquinerie. On a 21% qui viennent de la distribution sélective, donc ça c'est par exemple Sephora. On a les vins et les spiritueux à 8%, les montres et les joailleries, les parfums et les cosmétiques. Donc on voit qu'il y a plusieurs secteurs d'activité. Si on regarde au niveau de l'évolution de ces secteurs, sur 2023, on voit que tous les secteurs sont en croissance, avec notamment une très grosse croissance au niveau de la distribution sélective de plus de 20%. Donc là, l'organique, c'est avec le taux de change qui est imputé. Donc bon, bref, je passe les chiffres de manière très précise, c'est pas très grave. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est que la seule entité, le seul pôle qui a eu une décroissance sur 2023, c'est les vins et les spiritueux. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller. Mais globalement, tous les autres pans et toutes les autres activités de LVMH ont eu une bonne croissance. Surtout la mode et la maroquinerie qui représentent quasiment 50% des revenus de LVMH a eu une forte croissance de 9%, donc quand même plutôt sympathique. Ensuite, au niveau des ventes par région, on va avoir également une bonne diversification géographique des ventes avec 25% aux États-Unis, 31% en Asie en dehors du Japon, on a 7% au Japon, 8% en France, 17% en Europe. Donc on a une exposition à tous les marchés clés avec à la fois l'Asie, l'Amérique et l'Europe, donc plutôt cool. Ce qui est également très positif, c'est que LVMH a pas mal investi sur l'année 2023 et ils ont ouvert quasiment un peu plus de 400 boutiques supplémentaires. Et qui dit boutiques supplémentaires, si elles ont été implantées dans des lieux stratégiques, dit forcément plus d'interaction avec les produits LVMH et potentiellement plus d'achats, plus de clients. Donc ça, c'est plutôt très positif. Ensuite, un gros point positif de LVMH, c'est que c'est une entreprise du luxe. Et est-ce que le client est prêt à payer plus cher pour avoir des produits LVMH? Globalement, oui, ce qui donne un pouvoir assez fort à LVMH pour fixer ses prix. Parce qu'il y a une perception de haute qualité des produits de LVMH. Il y a une valeur au niveau des marques, par exemple, au niveau de la mode et la maroquinerie. Avoir un sac LVMH, on a vraiment une perception de la valeur de cette marque-là. Ils font des expériences d'achat exclusives, donc les clients sont prêts à payer plus cher puisque les boutiques sont vraiment
tourner de manière à ce que le client se sente roi à l'intérieur et ça fait des expériences d'achat qui sont uniques. On ne rentre pas dans un magasin Louis Vuitton par exemple, comme on rentrerait chez Foot Locker par exemple. Et ils ont des produits distinctifs et uniques, donc globalement, le client est prêt à payer plus cher et ça c'est un point très positif pour LVMH. Ensuite, l'autre point positif, c'est que c'est un leader de marché. Ce qu'on voit au niveau du chiffre d'affaires, c'est que LVMH, c'est 86 milliards, alors que les concurrents directs de LVMH en France, c'est Hermès avec 10 milliards de chiffre d'affaires sur l'année et Kering qui fait environ 20 milliards. Donc, LVMH, c'est tout de même beaucoup plus gros que ces deux concurrents directs, ce qui lui donne un peu plus de marge de manœuvre et ils ont une forte part de marché, ce qui est toujours très bien quand on investit en bourse puisqu'on aime avoir des leaders. Les leaders sont souvent en avance sur leurs concurrents et donc ça lui donne un positionnement qui est enviable pour nous les actionnaires. Autre point positif, la structure du capital, ça aussi c'est une entreprise familiale détenue à quasiment 50% par la famille Arnault. Donc ça c'est un point très positif puisque la gouvernance de l'entreprise est skin in the game. Ils sont directement impliqués sur la réussite de l'entreprise. C'est pas un PDG qui s'est pointé pendant 2 ans et qui a dû gérer les problèmes et qui s'en fiche un petit peu parce qu'il partira dans une autre boîte 2 ans après. Là, ils sont là depuis des dizaines d'années, ils gèrent d'une main de fer l'entreprise et globalement, ça reste une entreprise familiale, donc c'est très positif. Au niveau des forces de l'entreprise, on va avoir un portefeuille de marques diversifié et prestigieux, donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais c'est un des gros points forts de LVMH, cet aspect conglomérat. Ils vont avoir une bonne innovation et une excellence dans la création. Ils ont un positionnement fort dans les marchés clés. Donc, on l'a vu au niveau des États-Unis, de l'Asie, de l'Europe. Ils ont une stratégie d'acquisition efficace. Ça, on n'en a pas parlé, mais globalement, LVMH, et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un conglomérat, c'est tout simplement le fait qu'ils ont racheté des entreprises petit à petit. Et ils ont fait des bons achats, puisque la plupart des achats, même s'il y a forcément eu dans le lot quelques ratés, mais la plupart des achats se sont bien développés et ont rapporté de l'argent à l'entreprise. Donc ça, c'est une très bonne stratégie et ils le font très bien. Ils sont experts en marketing et en distribution, donc ils ont un réseau de distribution mondial avec des boutiques en propre et des points de vente en ligne. Donc globalement, ils sont un petit peu partout et on a vu qu'ils ont encore plus ouvert de boutiques dans le monde. Et du coup, ils ont une très très bonne gestion avec un leadership stratégique d'exception avec Bernard Arnault et toute son équipe. Hop. Ensuite, au niveau des points faibles, donc il y en a quelques-uns également. Va y avoir une dépendance au marché clé. Donc on l'a vu, c'est très bien qu'ils soient dans différents marchés, mais ils vont être assez dépendants de ces marchés-là. Et ce qu'on a vu récemment, c'est que le marché chinois, par exemple, a ralenti un tout petit peu, ce qui freine la croissance de LVMH. Il y a une complexité opérationnelle, c'est une entreprise qui est excessivement grande, donc forcément, il y a pas mal de frottements entre la conception, les matières premières, la création, la distribution, ce genre de choses. Il y a des risques liés à la mode et aux tendances. LVMH s'est toujours adapté aux modes et aux tendances jusqu'à aujourd'hui, mais ils peuvent rater la prochaine mode par exemple, ça on n'est pas à l'abri. Et s'ils ratent le tournant, les revenus pourraient être un petit peu impactés. Ils ont une concurrence intense avec Hermès par exemple, qui fait des excellents produits et qui est considéré presque encore plus du luxe que les produits de chez Louis Vuitton par exemple. Mais ce qui est très intéressant à savoir avec LVMH également, c'est qu'ils ont une participation dans Hermès. Donc globalement, ils sont assez malins. Ensuite, forcément, il y a une sensibilité aux facteurs macroéconomiques et géopolitiques. On l'a vu pendant le Covid, ça a freiné les activités. Ça, c'est normal. Il y a des enjeux de durabilité et de responsabilité sociale. De plus en plus, il va y avoir de la régulation et de la pression sur les grosses entreprises pour respecter les facteurs ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et ensuite, il va falloir bien gérer la réputation de l'entreprise et enfin continuer de bien réaliser les différents rachats, les différentes acquisitions qu'ils font, puisque ça a bien marché jusqu'à aujourd'hui, mais il peut y avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelques ratés et le but c'est que les acquisitions qu'ils font, ce soit de bonnes acquisitions pour l'entreprise et que ça leur rapporte de l'argent. Ensuite, au niveau d'un point faible, j'ai également noté que le coût de changement pour le client est assez facile. En vrai, si on regarde par exemple au niveau des vins et des spiritueux, certes, vous pouvez vachement aimer le champagne Moët & Chandon, mais vous allez pouvoir aller acheter un autre champagne, c'est pas ça qui va changer votre vie. Pareil pour les sacs à main, pareil pour les parfums, pareil pour les montres. Globalement, on peut changer facilement. C'est pas comme une entreprise comme par exemple Microsoft avec toute la suite Office et tous les logiciels qu'ils mettent à disposition des entreprises qui, pour les changer, ça mettrait des années avec tous les process à refaire, etc. Ça serait une galère sans nom pour l'entreprise, pour tous les employés, pour se réadapter. Et là, pour le coup, chez LVMH, c'est pas trop le cas. On peut quand même changer
assez facilement. Globalement, au niveau de l'analyse qualitative, j'obtiens un score au niveau de la checklist, au niveau de la qualité de l'entreprise de 11 sur 15, ce qui est très positif. Et du coup, j'ai tout un process de 33 questions que je me pose et dont je vous ai montré certains extraits. Hein. En fait, cette partie-là, celle-là, tout ça, ce sont des extraits de l'analyse fondamentale que je fais et que je donne aux membres de mon programme pour leur mettre à disposition des analyses parce que ça prend du temps de faire tout ce travail-là. D'ailleurs, si vous êtes curieux de connaître toute la stratégie que je m'applique personnellement et comment est-ce que j'investis en bourse sur le long terme, vous avez l'atelier en description, donc c'est un des 2 liens qui est dans la description. Vous pouvez cliquer dessus et vous avez une petite vidéo de 30 minutes qui vous explique toute la stratégie que j'ai mis en place, les résultats que j'ai avec cette stratégie. Donc allez-y, c'est gratuit et je suis sûr que vous apprendrez beaucoup de trucs. Alors on a vu l'analyse quantitative et l'analyse fondamentale et globalement LVMH est une entreprise de qualité avec quelques points faibles à souligner et à surveiller, mais globalement c'est une très bonne entreprise. Maintenant, l'enjeu ça va être de savoir si l'entreprise est à une bonne valorisation aujourd'hui et est-ce que c'est le moment pour l'acheter. C'est un peu le sujet de la vidéo, donc c'était quand même très important et toujours très important de connaître l'entreprise sur le bout des doigts avant d'investir. C'est pour ça que je vous ai vraiment fait l'analyse complète. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire, me dire c'était cool cette analyse ou j'en sais rien, commenter un petit truc pour me dire si ça vous a plu et si vous voulez que je refasse ce genre de format. Mais voilà, signalez-le moi en commentaire, ça serait super cool. Ok, au niveau de la valorisation, ce que je fais très simplement déjà pour avoir une idée de la valorisation, sans pousser la valorisation très très loin, j'utilise différents sites qui donnent des prix justes de l'entreprise. Et pour commencer, sur Guru Focus, on a le Guru Focus Score Value et il nous dit tout simplement qu'aujourd'hui, la valeur de LVMH semble être, la valeur juste de LVMH semble être de 941 €. Et le prix actuel est de 710 €. Donc on aurait une décote actuelle de 24%. Ça me semble un peu excessif. Donc je ne prends jamais une seule source, mais j'en prends plusieurs. Et ce qu'on voit ici au niveau des DCF, donc les Discounted Cash Flow, ce sont les cash flows futurs qui sont réactualisés pour avoir un prix juste aujourd'hui. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a 2 DCF, un basé sur les free cash flow et un basé sur les earnings. Et le earnings donne à peu près la même valorisation que le Guru Focus Value Score. Et le free cash flow base donne une valorisation plus faible, puisqu'on a vu tout à l'heure en plus que les free cash flow ont tendance à avoir une croissance moins importante, voire même à diminuer d'année en année. Donc globalement, il donne une valorisation moins élevée ici, avec un prix juste de 762 €. Mais c'est toujours supérieur aux 710 € de LVMH actuellement. Et quand on croise une autre source, celle de Morningstar, on voit qu'ils donnent une fair value de 670. Donc eux, ils donnent du coup une valeur, un prix juste moins élevé que les 710 € actuels. Donc pour eux, l'entreprise est toujours un tout petit peu surévaluée. Mais ce qu'on voit, c'est qu'ils viennent de repasser l'entreprise en 3 étoiles. Parce que globalement, plus l'entreprise a une valorisation intéressante, plus elle monte ici dans les étoiles. Et voyez quand même que depuis 2019, elle a rarement été à 3 étoiles. Et là, elle vient de repasser ici. Et on a un rapport entre le prix actuel et la fair value, donc le prix juste, qui est de 1,06, ce qui est plus faible que tous les rapports depuis 2019. Donc globalement, on a une entreprise de qualité qui est à un prix qui est intéressant aujourd'hui. Maintenant, on a quand même de petites inconnues au niveau de la valorisation et c'est sur ça que je vais terminer la vidéo. Restez encore un petit peu parce que je pense que ça peut vous intéresser. Mais on est actuellement, bon, je ne sais pas à quel moment vous regardez la vidéo, mais on est actuellement au niveau des élections législatives, à quelques jours, quelques semaines des élections législatives, et on a ce slogan qui ressort souvent, ça va être de taxer les super profits. J'ai aucune idée de qui va passer. Le but ici, c'est pas de faire de la politique, c'est juste d'estimer un petit peu ce qui peut se passer. Et taxer les super profits, ben forcément, ça emmène plus d'imposition pour l'entreprise, ça emmène une baisse du résultat net, ce qui entraîne une baisse des fondamentaux. Et donc forcément, toutes les valorisations qui sont calculées aujourd'hui sur une base de croissance ou alors sur une base de cash flow, etc., ben, s'il y a moins de résultats, forcément, ça va baisser les valorisations et le prix juste de l'entreprise va baisser également. Donc, est-ce que c'est réellement le moment d'acheter? C'est la bonne question puisqu'il y a quand même ce gros point d'interrogation sur qu'est-ce qui va se passer si il y a un parti politique qui passe et qui dit on va taxer les super profits. Sachant qu'en plus, le désavantage de la France, c'est qu'on a déjà une imposition qui est assez élevée pour les entreprises
Et regardez ici sur LVMH, entre les revenus avant impôt qui sont de 21,62 milliards et le revenu net qui est de 15,17 milliards, on a, je vais les calculs approximatifs, on a environ 30% d'impôts, ce qui est assez élevé. Quand on va du côté des États-Unis, quand on regarde l'entreprise Apple, donc Apple, les revenus avant impôt, c'est 113 milliards 74 et après impôt, c'est 97 milliards. Si on fait le rapport et qu'on voit l'imposition, on tombe sur 15% d'imposition. Donc là aussi, c'est un gros désavantage des entreprises françaises qui est important à prendre en compte, c'est que les entreprises françaises sont plus imposées. Et vu que les investisseurs du monde entier se basent parfois sur les bénéfices nets par action pour du coup regarder les fondamentaux de l'entreprise, l'évolution des bénéfices nets par action, forcément, l'imposition interne au pays et interne à la France qui est plus lourde que celle des États-Unis handicape un peu les entreprises françaises. Donc voilà, en gros c'est une entreprise qui aujourd'hui est de qualité, qui est à un prix intéressant, mais il y a quand même une inconnue à ce niveau-là qui je pense est à prendre en compte. Ça ne veut pas dire que même si un parti qui taxe les super profits passe, LVMH va s'effondrer, loin de là, mais je pense que les cours de bourse n'ont pas fini de bouger avec les élections législatives, donc il risque d'y avoir des opportunités peut-être à court terme. J'ai pas de boule de cristal, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un nouveau format pour moi, donc j'espère vraiment que vous avez apprécié. Et je vous laisse avec une précédente vidéo où je parle du dividende, du rachat d'actions et globalement de l'allocation de capital dans une entreprise. Et pourquoi le dividende, c'est pas simplement recevoir un revenu passif quand on est un investisseur particulier. Je vous la mets juste ici. Je suis sûr que vous allez apprendre plein de trucs. Et moi, je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas d'aller checker le lien de l'atelier en description. Vous aurez absolument toutes les infos sur ma stratégie et c'est entièrement gratuit. Et je vous dis à bientôt. C'était Clément. Ciao.